transformer la bauxite en alumine et transformer l'alumine en aluminium. La seule usine d'alumine en Guinée, c'est effectivement l'usine de Fria, qui a été construite, je vous le rappelle, par Péchiné, par les Français avant l'indépendance, en 1955. Vous voyez, c'était un bon héritage. C'était la seule usine. Depuis lors, les gouvernements successifs guinéens ont été incapables d'aller vers l'alumine et surtout l'aluminium. L'alumine n'a presque pas besoin d'énergie. C'est l'aluminium qui a besoin de beaucoup d'énergie. Normalement, dans un pays, si on avait fait beaucoup de barrages, la Guinée aurait dû avoir déjà beaucoup d'usines d'aluminium. C'est pour cela que j'ai dit que nous ne souhaitons pas, comme c'est le cas aujourd'hui, que la Guinée soit la carrière mondiale de la bauxite. C'est ce qu'on est en train d'être. La Guinée est en train d'être la carrière mondiale de bauxite. Ce que nous souhaitons, PADES, c'est que la Guinée soit l'usine mondiale d'alumine et d'aluminium. Parce que c'est en faisant des usines d'alumine et d'aluminium qu'on crée des milliers d'emplois, qu'on prend la valeur ajoutée. C'est là-bas que le pays va gagner. Au lieu de cela, non, on exporte de la bauxite, uniquement de la bauxite. C'est comme si on transportait le travail de la Guinée pour envoyer chez les autres. C'est exactement ça. Nous avons la bauxite, on prend la bauxite rouge et on va chez les autres qui n'ont même pas de bauxite, qui bénéficient du travail, qui bénéficient donc de l'ensemble de la valeur ajoutée, c'est-à-dire la contribution au budget de l'État et les salaires et les emplois qui vont avec. C'est une politique absurde. Et c'est ce que nous combattons. Et je souhaite que tous ces jeunes gens viennent au PADES pour avoir de la force pour changer l'économie guinéenne, pour que la bauxite guinéenne puisse bénéficier à la Guinée. Que la bauxite guinéenne n'aille pas bénéficier aux autres pays qui font de la transformation de notre bauxite. Et nous, on prend la poussière et les maladies. Je vous remercie. Oui. Alors, j'ai encore deux noms sur la liste. On va donc écouter Diabaté Oulematou et Dr Diabaté Mamadi, dans l'ordre. Diabaté Oulematou. Bonsoir tout le monde, bonsoir professeur. Alors moi je ne connaissais pas du tout le PADES. J'ai rencontré le professeur en fait dans le métro. Pour hasard, je me suis présentée à lui, donc il m'a parlé du PADES. Donc je suis venue aujourd'hui, je l'ai écouté. Franchement, il m'a convaincu. Moi, voilà. Moi, j'ai jamais voté. Voilà, je dis, j'ai jamais voté de ma vie. Mais là, aujourd'hui... Non, tu ne fais pas jeune, je fais jeune. Voilà. Je fais très jeune, mais voilà, j'ai 30 ans. Pour tout vous dire. Mais parce que moi, aucune personnalité politique en fait, en Guinée m'a convaincue. Parce que tout ce qu'ils disent, en fait, c'est que du mensonge. On voit que c'est du mensonge. Ils ne savent pas, en fait, je ne sais pas, il n'y a pas... C'est pas, tout ce qu'ils disent, en fait, n'est pas rationnel. Tout ce qu'ils disent est plus fort qu'eux. Voilà, ils ne tiennent pas leurs promesses. Mais moi, aujourd'hui, en vous écoutant, j'ai vu votre CV, j'ai bien compris tout cela, j'ai compris les enjeux. Mais vous avez été, en fait, dans le gouvernement pendant de nombreuses années. Vous avez vu que l'économie, en fait, en Guinée, ça n'allait pas. Et vous, en étant, en fait, ministre de l'économie et des finances, quels ont été, en fait, vos résultats? Voilà, est-ce que pendant que vous avez servi, est-ce qu'il y a eu, au fait, vous avez pu remonter un peu la pente de la Guinée? Voilà. La deuxième question, en fait, c'est moi, en fait, en tant que Guinéenne, et les personnes aujourd'hui qui sont là, qu'est-ce qui ferait que moi, je voterais pour vous? Moi, par exemple, moi, je suis intellectuelle. Il y a une autre personne, en fait, qui n'a jamais été à l'école. Pourquoi cette personne, en fait, elle votera pour vous? Quels sont les moyens en fait, que vous avez mis en place pour que toutes ces personnes en fait, aillent vous écouter et puissent aller voter pour vous? C'est les soucis. Bonjour à tous.
moi je suis Mamadi Diabaté, j'ai vu un collègue ici aussi, je suis pharmacien. Donc voilà, moi c'est un peu difficile de poser des questions parce que vous avez donné la précision aussi tout à l'heure, comme quoi on n'était pas en campagne, on n'était pas candidat à l'élection présidentielle. Donc c'est un peu difficile de poser des questions sur le programme. Mais ceci étant, si vous avez décidé de créer un parti, mon PADES, c'est parce que vous avez vu une fenêtre politique, hein, où se situer pour essayer au moins de dire que je peux avoir une différence par rapport aux partis qui sont sur place. Donc si je prends, moi je suis de formation médicale, mais si je parle économiquement, je vous demanderai c'est quoi la plus-value que vous apportez au paysage politique en Guinée avec le PADES. C'est quoi la nouveauté? C'est quoi la nouveauté? C'est quoi la plus-value que vous apportez? Qu'est-ce que vous avez de plus par rapport à ce que nous connaissons déjà sur le terrain? Deuxième question, c'est vraiment par rapport au programme, et là je vais me lancer, parce que moi j'essaye, comme beaucoup d'entre nous ici, la diaspora, de faire quelque chose au pays, et peut-être, c'est pas facile, vous l'avez souligné d'ailleurs. Moi chaque année, j'enseigne bénévolement à l'université de Conakry, et de la biologie moléculaire. Je suis pharmacien, je suis arrivé ici, j'ai fait mon PhD de biologie moléculaire à l'INSERM, et je retourne en Guinée, ça fait 3 ans, j'enseigne gratuitement en Guinée. Et c'est lors de la mission d'enseignement d'ailleurs, où j'étais il y a 2 semaines, que j'ai rencontré Ismaël qui m'avait parlé du PADES. Et peut-être qu'on a ce point en commun parce que moi je suis un ancien de l'UFR aussi, quand j'étais étudiant. Donc avec tout ce qui est comme péripéties, on a essayé de battre les traits. Donc moi, je veux vous poser comme question, c'est qu'est-ce que vous faites pour essayer de relever l'enseignement guinéen? Parce que moi aujourd'hui, quand je suis en classe en Guinée, le courant part toutes les 5 minutes. Je vous le dis, c'est du vécu, c'est pas quelqu'un qui m'a raconté. Je rentre de la mission d'enseignement il y a 2 semaines. Quand j'ai des diapos, j'ai 142 étudiants dans ma vie. Vous voyez, ce n'est pas il n'y a pas de micro. Je suis obligé de circuler dans les rangées comme ça pour parler aux étudiants. J'ai fait 1 semaine de cours sur mes vacances. Ici, je travaille dans l'industrie pharmaceutique. Je prends mes 3 semaines de vacances. Je vais enseigner pendant 1 semaine. À la fin de la semaine, je n'ai plus de voix. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui non seulement faire en sorte que l'université guinéenne arrive à être, peut-être pas forcément au niveau des grandes universités, mais au moins à relever la tête. Et deuxième, et la dernière chose que je voudrais savoir, nous tous en tant que diaspora, qu'est-ce que vous préconisez pour nous permettre d'être utiles à notre pays? Je vous remercie. Merci. Oui, c'est bon. Alors, on a pris les deux derniers intervenants. Alors, donnez votre nom. Allez. Bonsoir docteur, bonsoir à tous. Merci pour cette conférence, enfin, même si ce n'est pas forcément une conférence. Je partage en grande partie votre diagnostic en disant que c'est les plus intelligents ou les plus, en tout cas, brillants d'entre nous qui doivent se lancer dans la politique. Donc, mais je pense que cette question, elle est très complexe. Parce que les jeunes sont désabusés, mais en parlant avec beaucoup de jeunes de la diaspora, je sais que beaucoup de jeunes veulent se lancer dans la politique. D'ailleurs, dans la salle ici, il y a plusieurs personnes que je vois qui sont dans les différents mouvements, qui sont dans les différentes activités politiques. Personnellement, en ce qui me concerne, je suis par exemple le responsable des jeunes avec Macron dans le département 93. Il y a M. Kaba aussi qui est à côté, qui travaille avec moi tous les jours. Et je viens d'être nommé aussi directeur de campagne de la candidate qui a été investie dans notre circonscription. Donc pour vous dire que les jeunes ont pris de l'avance sur cette question, mais seulement ils ne voient pas aux gens politiques devant, en tout cas des convictions réelles. Donc moi, vous avez répondu à beaucoup de questions qui m'étaient à l'idée, des questions que je voulais poser. Mais je viendrai simplement par rapport à votre conviction, parce que ce n'est pas votre première fois de vouloir entreprendre des actions politiques. Ça a été dit tout à l'heure, UFR, Arc-en-Ciel, Parti Plus, etc. Moi, je veux que vous me donniez un simple élément, en tout cas qui me permettra de dire une fois, si je suis Dr Kaba, on ira jusqu'au bout. C'est-à-dire que devant, il n'y aura pas des arrangements politiques, il n'y aura pas de ce qu'on appelle des calculs politiciens,
pour une fois, mettre de la conviction derrière au profit des calculs politiques. Donnez-moi simplement un élément qui me permettra de... Cette fois, c'est le bon. Quand j'y vais, on ira jusqu'au bout. Pour l'instant, je sais que vous êtes économiste. Vos diagnostics, je pense que c'est le bon. Les solutions potentielles ne peuvent qu'être appréciées, mais après ça, enfin, il faut quand même aller quoi, pour pouvoir mettre ça en œuvre. Qu'est-ce que vous allez me dire en quelques mots pour me dire que cette fois c'est le bon? Parce que aujourd'hui, le discours est bon, mais je n'ai pas encore décidé. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fera que je prendrai ma décision de vous suivre? Merci. Oui, on prendra une dernière question parce que monsieur insiste. Alors, monsieur, venez poser votre question, s'il vous plaît. Tenez. Bonsoir, M. Kamara. C'est M. Kamara. Si je vous pose la question, c'est lié à votre brillante exposé. J'avais pas mal d'autres choses à vous poser, mais je me résigne pour ne pas vous poser cette question. C'est des questions qui sont liées à cela. Vu toutes ces qualités dont un homme politique peut avoir comme vous, l'intelligence et l'exposé facile, comme on dit le verbe facile en politique, en regardant tous ces domaines, tout vos parcours, qu'en pensez-vous d'abord la première question de moralité de nos classes politiques? Si je parle de ça, ça fait très comme un exposé que vous avez fait à Bruxelles, par rapport à, je peux en revenir sur le cas de 5 milliards. Mais est-ce que la procédure était-il respectée? Sinon, comment? Si oui, pourquoi il y a eu des polémiques après? C'est le deuxième point. Vous étiez au niveau des audits. Je vous ai posé la question depuis 2010. Quand on est où, jusqu'à présent, pourquoi ça n'a pas été exposé devant à tous les Guinéens où on est des audits? Mieux parler de l'impunité, mais c'est que les audits qui ont été faits, pourquoi ça n'a pas été exposé, que le peuple, que les citoyens lambda guinéens n'ont pas su réellement qu'est-ce qui s'est passé avec tout ce temps de travail que vous avez fait au niveau des audits. Merci. Merci. Voilà, c'est bon, docteur. Qui sont d'ailleurs, je dois dire, toutes justifiées. La première question, c'est... Oulimatou Oulimatou, qui a parlé de mon passage au gouvernement et qui me demanderait les résultats de ce passage. Il y a deux choses que j'ai dites et sur lesquelles je vais revenir. J'ai été au gouvernement comme ministre des Finances pendant seulement 7 mois. Mais en 7 mois, on a fait ce qu'on appelle le redressement macroéconomique. C'est-à-dire qu'on s'est arrangé pour avoir un bon budget où les dépenses n'excèdent pas les recettes. On s'est même désendetté à l'époque à la Banque centrale. Ça nous a permis de conclure tout de suite un programme avec le Fonds monétaire international. À l'époque déjà. Donc on était venu pour redresser une situation chaotique. C'est ce qu'on a fait. Il y a d'autres aspects, parce qu'à la coopération, je suis allé chercher beaucoup de financement. Mais là, je ne rentre pas dans ces détails-là. Hein? Parce qu'on a dégelé à l'Union européenne le pont de Bofa, on a fait la réunion des bailleurs de fonds pour la route Sigiri-Bamako, etc. Et ça, c'est d'autres détails. Mais il est très difficile de parler de son propre corps, comme on dit. Alors, là, je n'ai duré que 7 mois. La deuxième chose encore que je rappelle, c'est que depuis 1997, moi, je n'ai occupé aucun poste de gestion. Depuis 20 ans, je n'ai occupé aucun poste de gestion en Guinée. Les 15 premières années, je n'étais même pas, j'étais uniquement dans le secteur privé. Je m'occupais de mon école. C'est les 5 dernières années où j'ai été conseiller à la présidence, conseiller et député à l'Assemblée nationale. Donc ce ne sont pas des postes de gestion. Donc je rappelle ça. Alors elle a dit, oui, moi je pourrais voter pour vous. Mais alors les paysans, qu'est-ce que vous pouvez leur dire, les non-intellectuels?
je pense que c'est une erreur des intellectuels de penser que les non-intellectuels ou les paysans ne comprennent pas les choses. C'est une erreur. D'abord, c'est les non-intellectuels qui sont venus en masse dans le PADES. Les intellectuels sont en train de traîner. Parce qu'ils comprennent plus vite encore. Les paysans qui n'ont jamais été pratiquement à Conakry comprennent tout de la politique, croyez-moi. Parce que quand je vais chez les paysans et que nous commençons à discuter, la première chose qui te dit, qu'est-ce qu'on va faire en 2020? Ça, c'est la bonne question. Parce qu'en 2020, la situation va complètement changer. Qui va porter nos espérances à cette date? C'est la question que les paysans, eux, se posent. Parce que c'est des gens qui ont beaucoup de bon sens et de capacité d'analyse. D'ailleurs, c'est eux qui votent utile. Donc, ne commettez pas l'erreur de sous-estimer les illettrés en Guinée. Parfois, ils ont des meilleures analyses politiques que des gens qui ont le doctorat à l'université. Croyez-moi. Donc, ne vous inquiétez pas. Et vous savez, les paysans sont de bon sens. Je vais vous dire, à Kisidou, moi je suis très cultivateur, agriculteur. J'ai de grandes plantations à Kisidou. Et je fais beaucoup d'élevage dans la zone. Mais dans toute cette zone-là, je n'ai fait aucune campagne. Dès qu'on a lancé le parti, tout le monde est venu s'inscrire. On dit, lui il a fait ça. C'est sûr que lui, président, il va nous aider. Parce que je les ai aidés déjà en tant que privé. J'ai donné des semences, des plants de palmiers à tous les villages autour de moi, gratuitement. Et j'ai fait des centaines d'hectares de plantations. Donc c'est des gens qui ont effectivement beaucoup de bon sens. Hein? Oui? En fait, moi je ne parlais pas des paysans. Oui. En général, certaines personnes ne font pas d'études. Par exemple, là, vous vous exprimez très bien. Ils vont comprendre, nous, par exemple, on ne comprend pas ce que vous dites. Mais moi, je m'exprime très bien en malinké. Je vais vous renvoyer à mes interventions en malinké. Alors, non, ce que je vais vous demander... Je ne comprends pas. Oui. Je ne comprends pas malinké. Voilà. Donc, de toute façon, en Guinée, il n'y a pas que des malinqués, il y a d'autres personnes. Mais comment, quelles sont les actions au fait, que vous, Oui, vous allez mettre en place? ce que je fais, Voilà, c'est de l'animation, de la sensibilisation. Voilà, c'est ça. Moi-même, je parle en malinké, je parle un peu soussou, mais je traduis par les soussous, je traduis en peul, je traduis en guerzé, en kissien. Tout ça. Et si vous allez sur notre site internet, ou bien vous allez sur YouTube, juste tapez Dr Ousmane Kaba Pades. Vous verrez tout ce qui est Pades, lisez. Vous allez avoir des interventions en malinké, des interventions en soussou, en français, en pelé, en kissien, et tout ça, ça se trouve sur internet. Comme ça, vous aurez une idée de l'effort de sensibilisation que nous faisons à travers toute la Guinée. C'est pour cela qu'on est présent sur l'ensemble du territoire guinéen. Alors, c'est mon jeune professeur, Mamadi Djubaté, spécialiste de biologie moléculaire, hein, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Voilà. Il me rappelle moi-même. Les jeunes brillants, c'est très bien. Alors, vous dites, qu'est-ce que vous ajoutez par rapport aux autres partis? Il y a beaucoup de choses. La première chose, moi j'ai dit dès le départ que je ne rentre pas dans la politique politicienne, je ne rentre pas dans la haine. Les Guinéens ont beaucoup apprécié cela. Parce que la politique est devenue chez nous de l'invective. Lorsque quelqu'un parle, l'autre l'attaque. L'autre parle, on l'attaque. On n'entend même plus le discours politique. Il n'y a que de la haine. Moi j'ai horreur de la haine. Je ne suis pas venu à la politique pour faire de la politique politicienne. Moi je suis à la politique pour faire des actions concrètes. C'est très différent. Et les Guinéens le sentent bien. Mais pourquoi les Guinéens le sentent? Pourquoi ils me croient? Parce que je fais déjà des actions concrètes sur le terrain. C'est pour ça qu'on me croit. Donc quand moi je parle les autres parties, ce n'est pas du tout la même chose. Voilà. Donc ça c'est très clair. Alors, vous parlez de l'enseignement supérieur en Guinée. Vous dites comment on va l'améliorer. Et vous avez parlé de votre propre expérience à l'amphithéâtre de Gamal, où vous parlez à quelques 150 personnes, sans microphone, sans rien,
et c'est très difficile. Les gens ne sont pas d'un bon niveau. Là, il y a une solution, M. Diabaté. Il suffit simplement de vous déplacer à Nongo, de venir à Kofi Annan. Vous allez voir. Je suis étonné parce que si vous allez... J'ai le docteur Falaï, le professeur Falaï qui est chez vous. Voilà. Il m'avait demandé, j'ai dit, j'ai pas le temps parce que moi je fais bénévolement, mais j'ai pas Ben alors tu as eu tort. d'aller enseigner à... Tu as eu tort parce que si, même pas enseigner, si vous veniez juste visiter Kofi Annan, vous saurez que toutes les salles sont informatisées. Dans toutes les salles, il y a les micros, personne n'écrit à Kofi Annan. Et que si vous allez dans la bibliothèque, vous allez trouver des milliers d'ouvrages en médecine. Vous allez trouver la connexion Internet et qu'on est branché à toutes les librairies du monde. Mais docteur, là on est dans le privé. Est-ce que vous pouvez transposer ça pour l'instant concrètement dans le... Mais justement, s'il vous plaît, il a posé la bonne question. Il veut que je transporte ça. Comment je vais transporter ça? Il faut que j'ai l'État en main. C'est pour ça que je fais cette politique. Quand je serai président, tout va changer. Lorsque moi je dis à Guinée que je vais transformer l'enseignement supérieur, mais tout le monde croit, parce que je l'ai transformé déjà en étant privé. J'ai complètement révolutionné l'enseignement en Guinée. Vous verrez les bibliothèques les plus modernes, c'est à Kofi Annan. On est connecté sur Internet, on est abonné à toutes les bibliothèques virtuelles. Plus de 35 000 ouvrages virtuels, des dizaines d'ouvrages en médecine. Je fais venir 12 professeurs agrégés chaque année à Kofi Annan. Et c'est géré par 2 professeurs agrégés. Donc quand moi je parle de l'enseignement supérieur, tous les Guinéens croient. Je n'ai pas besoin de jurer. Parce que là, je ne dis pas ce que je vais faire. Je dis ce que j'ai déjà fait. La prochaine fois, faites tout pour venir à Kofi Annan. Vous allez changer d'avis. Alors on dit comment la diaspora va être utile à la Guinée. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure, je reviens là-dessus, il y a 3 choses que la diaspora peut apporter. La première chose que la diaspora peut apporter, c'est les relations d'affaires. Les investisseurs étrangers, vous êtes en France ici, vous avez des investisseurs français que vous pouvez convaincre de venir en Guinée. Tout à fait. Ça, vous pouvez le faire. Et c'est utile pour nous. Je l'ai dit, malheureusement, jusqu'à présent, la plupart de ces voyages d'affaires échouent à cause de la corruption et de l'impunité en Guinée. Voilà. Et c'est exactement ce que nous voulons changer. Mais deuxièmement, j'ai dit, la diaspora peut amener son épargne en Guinée, son argent en Guinée, l'argent que vous gagnez. Je sais que vous envoyez déjà une bonne partie pour nourrir vos parents. On fait des cadeaux, tout ça, c'est l'apport au développement économique d'un pays. Quand vous envoyez un peu d'argent à votre tante, vous pensez que c'est privé. Mais quand on fait l'analyse économique d'un pays, nous savons que ça, c'est les flux financiers qui entrent dans le pays et qui relâchent la contrainte de la balance des paiements et qui permet d'avoir une balance des paiements excédentaire. C'est ça, participer au développement économique d'un pays. Donc vous pouvez construire des maisons là-bas. La difficulté à construire les maisons, c'est de ça que j'ai parlé. Donc vous apportez déjà beaucoup, mais vous pouvez apporter encore mieux si le pays est bien organisé pour accueillir votre épargne. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, je l'ai dit, la diaspora a beaucoup d'expérience, elle a beaucoup de qualifications. Nous avons des enfants ici qui ont fait les meilleures universités au monde. Il faudrait que la Guinée profite de cette qualification. Et là, vous êtes en train d'apporter votre qualification déjà. Mais il faut des milliers comme vous. Voilà, mais ça reste un peu... C'est pourquoi je pose la question, parce que moi, ça reste vraiment une démarche, on va dire, isolée. Et j'aurais besoin quand même d'une structure. Peut-être que l'État supporte cette initiative-là. C'est ce que je suis en train de... Non, pour l'instant, je ne sais pas. S'il y a quelqu'un d'autre, je dirais bien. Mais pour l'instant, moi, je ne connais pas quelqu'un qui va dans ce domaine-là. J'aimerais que s'il y a une structure qui accueille des gens qui viennent faire ça, on peut relancer la machine ici et amener des gens à faire ça. Vous savez, vous voyez ça en cas isolé. Ce n'est pas du tout isolé. Moi, j'ai une université, si vous permettez. J'ai une université, j'ai des dizaines de jeunes Guinéens qui viennent me trouver, qui ont envie d'apporter quelque chose à la Guinée.
Quand ils viennent, je les ouvre les portes des amphithéâtres. Hein? Donc vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de Guinéens qui ont envie d'apporter. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que les Guinéens qui résident à l'extérieur, la diaspora guinéenne, elle est plus patriote que les Guinéens qui sont en Guinée. Parce que quand un Guinéen arrive à faire quelque chose ici, que ce Guinéen a des connaissances acquises, une certaine expérience, il n'a de cesse que de vouloir partager cette expérience à la Guinée. Ils sont prêts à tous les sacrifices. Vous en faites partie. Parce que chaque fois que vous allez là-bas, vous êtes content de partager. Parce que le savoir, voyez-vous, c'est différent de l'argent. Quand vous donnez de l'argent à quelqu'un, votre argent dans votre poche diminue. Mais le savoir, quand vous donnez, votre savoir augmente. Voilà. Donc c'est pourquoi les grands professeurs, les jeunes brillants, ils ont toujours envie de faire quelque chose en Guinée. Et c'est justement ce que nous voulons faire dans le PADES. Mais tu ne peux rien changer dans un pays si tu n'as pas le pouvoir politique. Voilà. Moi, j'ai fait déjà beaucoup à mon niveau individuel, mais ce n'est pas suffisant. Pour changer le pays, il faut faire de la politique. Et c'est la politique, justement, qui permet de mettre ces structures dont tu parles en place. Rappelez-vous, j'ai dit tout à l'heure, les décisions universitaires ne sont pas prises par les universitaires, mais par les hommes politiques. Retenez la leçon, ne faites pas comme nous. Les gens croient toujours que la politique c'est rien, on peut aller comme ça par la technocratie, c'est une erreur fondamentale. Tout passe par la politique. Si la politique ne marche pas, l'université ne va pas marcher. Voyez-vous, la meilleure définition, celle que j'aime de l'homme politique, c'est de dire que l'homme politique, c'est lorsque nous cotisons tous, nous faisons un budget national et puis on lui donne, on lui partage notre argent. Il prend l'argent, il met là où il veut. Il prend l'argent, il fait des boîtes de nuit. Il prend l'argent, il fait quelques goudrons à Bokeh. Il prend l'argent, il fait quelques goudrons à Zérekoré, ainsi de suite. C'est lui qui peut prendre l'argent pour faire des universités. S'il était universitaire. C'est ça la définition. Il y a deux hommes politiques. Celui qui a le sac d'argent et celui qui aspire à avoir le sac d'argent pour développer le pays. Ça dépend de l'agenda de chacun. Alors, non. M. Kaba me dit d'envoyer, que j'ai dit que les plus brillants doivent faire de la politique, mais bien sûr, si c'est les plus brillants qui ont fait de la politique, tu crois que la Guinée serait là où elle est? Je disais que je partage cet avis. Très souvent, c'est les plus médiocres, malheureusement, qui s'évertuent à faire de la politique. Les plus brillants n'ont pas le temps. Oh non, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Et c'est ça l'erreur de base. Alors, vous dites, votre conviction dans la politique, que faire en 2020? C'est bien ça? Non. Oui? Je disais, les questions ont été débattues tout à l'heure. Vous avez fait des va-et-vient dans les différentes partis politiques. Et voilà, et vous voulez être rassuré. Exactement. Alors, je vais vous dire ceci. En réalité, ces éléments, c'est parce que d'abord, je ne connaissais pas la politique. C'est des erreurs du passé. J'ai été naïf comme beaucoup d'entre vous. J'ai cru. Je me suis trompé. Mais ce qui est grave, c'est lorsqu'on se trompe de ne pas tirer les leçons. Parce que celui qui n'admet pas ses fautes ne pourra jamais se corriger. Donc moi j'ai compris que je crois trop facilement aux gens. C'est une forme de naïveté. Mais maintenant que j'ai l'expérience à 60 ans, on n'a plus le droit d'être naïf. Notre expérience, nos erreurs passées doivent nous servir de leçon. Eh bien, je vais te dire, 1, je ne reculerai pas. 2, je ne serai avec personne encore. Parce que j'ai compris que la seule façon de changer le pays, c'est d'être soi-même aux commandes. Et je suis fatigué d'un pays qui ne marche pas. Et je me dis, il faut bien que quelqu'un fasse le sale boulot. Et c'est à nous qui avons gâté, c'est à nous de réparer. Voilà. Il y a un camarade. Vous savez, je fais très attention pour ne sauter aucune question.
Parce que toutes les questions sont honnêtes et elles doivent être répondues. Alors lui, il dit, qu'est-ce que vous pensez de la moralité des hommes politiques? Surtout, il parlait de l'histoire de 5 milliards de M. Cellou Dalein Diallo. Hier, j'ai répondu à la même question à Bruxelles. D'abord, il faut savoir qu'il a été élu chef de file de l'opposition. En Guinée, c'est un poste qui existe dans beaucoup d'autres pays. Donc quand tu es chef de file de l'opposition, ça devient une institution. Une institution républicaine, même si elle n'est pas aussi lourde que les autres institutions. D'accord? La loi a été votée à l'Assemblée nationale. J'étais là. J'ai participé au vote et j'ai voté pour. Parce que j'ai estimé que ça envoie de la respectabilité dans l'opposition et ça donne plus de capacité de critiquer. Dans un pays, il faut critiquer pour améliorer. Chaque fois qu'on peut avoir une opposition forte dans un pays, c'est une bonne chose. Donc on a voté la loi. Mais l'erreur, c'était de dire le budget, on ne le vote pas maintenant, on va discuter ça plus tard avec le bureau de l'Assemblée. À l'époque, j'ai dit non, on devrait discuter le budget maintenant aussi. Discuter le budget du chef de file de l'opposition. Si on l'avait fait, il n'y aurait pas de polémique. Parce que normalement, le budget est fait de telle sorte qu'on paye la location, on paye les bureaux, on paye les personnes qui travaillent avec, des choses comme ça. C'est le fait qu'on n'ait pas voulu discuter du budget à l'Assemblée nationale et qu'ils ont discuté le budget entre le bureau de l'Assemblée et le président de l'IFDG. C'est pour ça que ça a fait polémique. Sinon, le montant 5 milliards en lui-même n'est pas important, puisque les plus faibles des institutions, ils ont 10 milliards, 15 milliards dans le budget national. Et je dis très souvent, et c'est vraiment ma différence avec les hommes politiques, moi je ne fais pas de la politique politicienne ou de la haine inutile. Voilà. Je ne fais pas ça. Il faut être objectif dans la vie. Ce qu'on a fait, c'est tout à fait normal. Ça n'a pas été fait comme ça aurait dû être fait. C'est tout. Mais ça n'a rien d'exceptionnel. Et c'est l'institution républicaine qui a le plus petit financement. Ceci dit, je ne dis pas que tous les hommes politiques guinéens sont honnêtes. Mais ça, c'est une autre discussion. Mais pour ce cas particulier, je pense que la polémique n'avait pas lieu d'être. Alors, on finit par l'audit. Vous me dites l'audit? Pourquoi on ne l'a pas publié? C'est une très bonne question. Vous parlez de l'impunité, l'audit n'a pas continué pour que tout le monde sache. Mais je suis d'accord avec vous. C'est moi qui ai supervisé l'audit. Je me suis battu pour qu'on publie l'audit. Parce que n'oubliez pas, l'auditeur n'a pas le droit de publier l'audit. C'est une question de déontologie. C'est celui qui a commandité l'audit, qui est le gouvernement, c'est lui qui doit publier l'audit. Moi-même, je me suis battu pour qu'on le fasse. On ne l'a pas fait. Donc, demandez à ceux qui ont le pouvoir pourquoi ils ne l'ont pas fait. Moi, je n'ai pas la question, puisque j'ai la même question que vous. Je suis désolé, mais c'est pour ça que je fais de la politique, parce que j'ai trouvé qu'il y a trop d'impunité. Il y a trop de corruption. Et il y a l'impunité totale. Un pays ne peut pas marcher dans l'impunité totale. Un pays ne peut pas marcher dans la gabegie financière. Voilà un peu le problème de la Guinée encore aujourd'hui. En 2010, ça avait été le thème de ma campagne. Pour ceux qui se souviennent. Malheureusement, beaucoup de gens ne nous ont pas suivis. Et on a eu l'expérience que nous avons. Maintenant, tirons les conclusions et essayons de mieux faire demain. Ce que j'ai senti pendant cette tournée, c'est vraiment le désespoir des gens et le cynisme. Les gens sont devenus cyniques, on ne croit plus à rien. On ne croit plus aux hommes politiques, on dit tout le monde raconte les mêmes histoires. Mais ce n'est pas vrai. Tout le monde ne raconte pas les mêmes histoires. C'est parce qu'on n'a pas bien choisi nos hommes politiques à qui nous accordons notre confiance. Chaque fois maintenant que quelqu'un vient faire de la politique, la première question, qu'est-ce qu'il a fait avant de venir nous demander notre suffrage? Si on examinait exactement ce que chacun a fait,
on se tromperait moins. Parce qu'il n'y a aucune garantie en politique. Il n'y en a pas. Il n'y a absolument aucune garantie. Chaque homme politique vient exposer ses positions. Les gens choisissent. Il n'y a aucune garantie qu'un homme politique va faire exactement ce qu'il a dit. La seule garantie, c'est sa moralité et son parcours. Et c'est le parcours que nous avons oublié, malheureusement. Mais le peuple de Guinée l'a appris à ses dépens. Je parie que le prochain vote sera beaucoup plus intelligent. Comme ça ne date pas depuis 2010, je vous ai posé la même question. Vous étiez auditeur coordonné, mais vous avez le plein droit de dénoncer ce que vous avez fait. S'ils n'ont pas voulu, vous avez le plein droit. Souvent, c'était des campagnes. On peut s'exprimer les audits que vous avez faits. C'est ce que j'ai fait pendant la campagne de 2010. J'ai beaucoup dénoncé la gabégie. J'ai beaucoup dénoncé l'impunité. Et je continue à le faire. Mais voyez-vous, il y a une déontologie dans le travail. Chacun a sa responsabilité. Lorsque vous faites l'audit, vous pouvez parler d'une manière générale, mais vous n'avez pas le droit de parler de cet audit en particulier et dans les détails. Vous n'avez pas le droit. C'est celui qui a commandité, c'est-à-dire le gouvernement qui doit le faire. Et comme on a beaucoup de membres du gouvernement qui viennent ici, je pense que c'est une bonne occasion de leur poser la question. Parce que moi aussi, je suis très curieux, j'ai tout fait. Ils ont refusé, j'ai tout fait. Et c'est parce que les gens refusent la clarté que moi j'ai décidé de créer le parti PADES. Alors si vous rentrez dans le PADES, vous aurez beaucoup plus de force pour réclamer, cette fois-ci, pour exiger la publication des audits. Vive le PADES! Merci, docteur. Vous allez conclure tout à l'heure, mais je dois appeler Madame Eladj Mamadou ou Monsieur, je ne sais plus. Non, c'est Mamadou Aliou Diallo, dont j'ai le livre ici. On m'a demandé de lui accorder quelques minutes de parole. Allez. Bonjour, je m'appelle Diallo Iladj Mamadou et je suis l'auteur de 3 publications dans le projet intitulé Histoire politique et sociale de la Guinée de 1958 à 2015. Et 2 autres ouvrages qui ont été publiés au mois de mars 2017. Le premier est intitulé Conception divergente sur un système politique et l'autre ouvrage porte sur une dame qu'on connaît tous, qui est Adjaratou Diallo. J'ai eu à faire un entretien avec elle et j'ai essayé d'analyser un peu sa trajectoire biographique. Bon, en gros, je suis diplômé d'un master de sciences politiques à l'université de Paris destinataire. Et actuellement, j'essaie de travailler sur mon projet de thèse et voilà, je compte faire à l'université de Reims. Merci. Alors, voilà ces 2 livres. Voilà. Comment on peut les avoir? Sur Internet, à la FNAC ou même sur l'Armatan. En fait, c'est la maison d'édition Armatan qui l'a publié. Armatan. Merci beaucoup, monsieur Diallo. Bien, donc, la conférence que je pourrais également appeler causerie va bientôt s'arrêter. Nous remercions le docteur qui a l'occasion de conclure cette rencontre, cette belle rencontre entre un Guinéen et d'autres Guinéens, entre un Guinéen et d'autres Africains. Je suis très fier d'avoir dirigé les débats. Merci beaucoup. Alors, je voudrais juste conclure par 3 petits points. Le premier, c'est de demander à la diaspora guinéenne de ne pas désespérer. Il ne faut pas croire que parce que ça n'a pas marché, ça ne va plus marcher. Ce n'est pas vrai. Il y a des pays qui ont été plus gâtés que la Guinée et qui ont bien marché. C'est le cas du Ghana, vous vous souvenez? Ça ne marchait pas du tout. Pendant les 10 dernières années, pendant 15 ans, ça n'a pas marché non plus en Côte d'Ivoire. Il a fallu que
le président Alassane vienne pour que la Côte d'Ivoire reprenne sa marche. Ça marche. Oui, en avant. Donc il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas croire que parce que ça n'a pas marché dans le passé, que ça ne va pas marcher dans le futur. On ne peut pas prendre le risque de l'inaction et du désespoir. Donc il faut se battre, il ne faut jamais se décourager, il faut être exigeant, mais il faut faire des bons choix des hommes politiques. Que ce ne soit pas des choix ethniques, que ce ne soit pas des choix par passion, mais que ce soit des choix rationnels. C'est ça qu'il faut faire pour sortir la Guinée de l'ornière. La deuxième chose sur laquelle j'insiste, c'est l'unité nationale. Il faut que les Guinéens restent unis. Ne vous divisez pas à cause des discours des hommes politiques. La Guinée a en commun la pauvreté. La Guinée a en commun le désastre économique. La Guinée a en commun le chômage, le désordre, l'insécurité. Donc il faut que tous les Guinéens se donnent la main. Il ne faut pas raisonner en termes éthiques, ça n'a absolument aucun sens. Celui qui sortira la Guinée de l'ornière, il faut bien qu'il soit d'une ethnie, puisqu'il ne peut pas venir du ciel. Mais ça ne veut pas dire qu'il va se battre uniquement pour son ethnie. Il doit se battre pour l'ensemble de la Guinée. Parce que l'ensemble de la Guinée forme une famille. Il ne faut jamais, jamais l'oublier. Dernier élément pour le PADES, ceux qui veulent s'inscrire au PADES. D'abord, nous sommes très présents sur Internet. Vous regardez YouTube, vous tapez PADES, Dr Ousmane Kaba, vous allez voir beaucoup de discours, beaucoup d'éléments sur YouTube. Vous allez également sur la page Facebook de PADES, Parti PADES. Vous allez aussi trouver beaucoup de choses. Et dernièrement, ceux qui se sont inscrits et qui ont donné leur numéro de téléphone ou leur email, nous avons une collection de jeunes là-bas qui gèrent une base de données. Vous savez, je suis dans l'éducation il y a longtemps et parfois j'ai beaucoup de plaisir, je suis très content. Le jour où j'ai créé PADES, je me suis dit, attends, je vais faire une base de données. J'ai appelé 4 de mes étudiants en informatique. Je dis, voilà, je veux faire une base de données, je veux faire des requêtes, je veux envoyer des messages à mes militants. Je veux que les militants puissent me répondre. Je veux connaître l'identité de tout le monde. Eh bien, les 4 jeunes gens se sont assis, en moins d'1 heure de temps, ils m'ont confectionné une base de données que nous utilisons maintenant. En moins d'1 heure de temps. 4 étudiants de Kofi Annan en informatique. Ça veut dire que ça sert à quelque chose. Il ne faut jamais renoncer. Lorsque je faisais l'université, tout le monde me disait, oh, ça ne sert à rien. En Guinée, ici, on ne peut rien faire. J'ai dit, moi, je vais faire quelque chose. Et j'ai pu faire Kofi Annan. Et quand les professeurs agrégés viennent ici, de Dakar, ils viennent. J'ai 12 professeurs qui viennent. La plupart du temps, quand ils arrivent la première fois, ils se baladent dans Kofi Annan, ils n'en reviennent pas. Ils disent, eh, vous avez ça ici. Nous, on n'a même pas l'équivalent de Kofi Annan à Dakar. Alors que les Guinéens passent leur temps, soit à envoyer leurs enfants à l'extérieur, soit aller se contrôler à Dakar, un pays où il n'y a absolument rien. Il n'y a que du sable. Et quand ils vont se faire contrôler en médecine à Dakar, c'est les Guinéens encore qui les soignent là-bas. Parce que la Guinée a commencé à douter d'elle-même. Les Guinéens ne croient plus en rien. Alors le rôle des hommes politiques, c'est que vous preniez confiance en vous-même. La Guinée, c'est un pays qui va marcher. Parce que non seulement à cause des ressources naturelles, parce que la Guinée a des hommes et des femmes de qualité. Vous représentez un échantillon ici d'intelligence. Ne doutez pas de votre capacité. Moi, je suis très fier d'être Guinéen et je vous remercie. Il y avait une parole qui voulait pas pour les confondre Excellence. Merci. À la période de l'infola, à la groupe, il y a Macron. Donc, ceux qui veulent entrer dans le PADES, contactez le groupe Macron qui est très connu. Le groupe Macron et les autres personnes peuvent également servir de personnes ressources. Voilà.
Président
Merci là-bas.
C'est mieux, non? Non, c'est pas Magi modo ma pasal foto kanga kaya. Non, mais il molto. Ah ouais. Prenez la photo avec ce monsieur. Et vous filmez ça cadeau de grand frère. Oui, mais après, faut
Kone ken papia. Non, ça ne prend pas. S'il vous plaît, madame. Madame, s'il vous plaît. Bien. On va faire une photo. Ah, ok. Aja maning be. Ousmane ye ka usa jama ye. Wala kele ko sa wala nyala. Aja maning be. Nyalu la nyalu la. Aja maning be na.